Bonsoir et bienvenue. Je suis Yvette Yende Achiri et ce soir, nous faisons cette session suite à la tragédie que nous avons vécue dans la communauté. Le décès tragique d'Alexandra Martine Diengo Lumbai, une jeune Congolaise, euh, une étudiante congolaise donc d'origine congolaise, une étudiante internationale. Sa disparition soudaine et tragique a vraiment ébranlé la communauté entière. Et en cette journée internationale de la santé mentale, c'est important qu'en tant que communauté, euh, nous venions ensemble, non seulement pour pleurer Alexandra, mais aussi pour se recueillir et aussi prendre soin de soi-même. La santé mentale est réelle. La santé mentale, ça peut arriver à tous et c'est normal. Alors aujourd'hui, je ne suis pas seule. Je ne suis pas celle qui va parler tout le long, mais je suis accompagnée de deux professionnels de la santé mentale que je vais inviter tout de suite. Ce sont des psychothérapeutes, Madame Patricia Lukuji et Madame Sandrine du FAC. Donc, je les invite avec moi. Elles vont nous partager, elles vont se présenter tout d'abord, mais elles vont également nous dire pourquoi c'est important de prendre soin de sa santé mentale. Alors, Madame Patricia et Sandrine, c'est à vous. Bonsoir, je m'appelle Patricia Lukoji. Je suis congolaise d'origine. Je suis maman et je suis psychothérapeute autorisée dans la province, psychothérapeute autorisée stagiaire dans la province de l'Ontario. Mais je preste aussi virtuellement au Québec en tant que conseillère intervenante en relation d'aide. Donc, je vais laisser ma collègue Sandrine se présenter et puis on pourra poursuivre avec notre programme. Je pense qu'on a un petit souci technique avec Sandrine. Alors, je vais poursuivre. Oui, Sandrine va nous rejoindre. poursuis, oui. Sandrine Oui, va nous Sandrine va nous rejoindre. rejoindre à un moment donné. Donc, premièrement, c'est vrai qu'on se réunit par rapport à la tragédie comme Yvette, tu l'as mentionné. Mais aussi, il est important de mentionner que aujourd'hui, le 10 octobre 2024, c'est la journée mondiale de la santé mentale. Ça, c'est décrété par l'Organisation mondiale de la santé depuis quelques années. Bien entendu, le thème de cette année, c'est peut-être santé mentale au travail, mais nous, en tant que communauté, nous venons ici pour aborder la santé mentale dans son ensemble, particulièrement après cette tragédie. Il est important de souligner que nous présentons nos sincères sympathies à la famille d'Alexandra Martine Diengo Lumbai, particulièrement à sa mère. Nous avons été nombreux à entendre son appel de détresse, son appel à l'aide pour aider à rechercher sa fille et nous avons été touchés. Et ce qui est intéressant et impressionnant, c'est la race humaine qui a été touchée. Il n'est pas seulement question de la communauté congolaise. Le monde entier, quiconque a des sentiments, des émotions, qu'on soit parents, qu'on soit frères, sœurs, nous avons tous été touchés. Il a suffi de voir comment la mobilisation était. Ce n'était pas une mobilisation en termes de nationalité, en termes de race, de couleur de peau, de sexe, de religion. Ça a été juste un élan humain qui a démontré nos capacités à s'unir face à une tragédie et à poser des actes et des gestes. Alors, pour ce faire, c'est vrai que nous présentons nos sympathies à la famille,
Et la raison qui nous emmène aussi à faire cette rencontre aujourd'hui, c'est pour parler de santé mentale. Yvette, en tant que présidente de la communauté congolaise dans la région d'Ottawa et Gatineau, vous êtes mieux placée pour avoir eu des appels, des cris de détresse, des cris d'alarme de la part de la communauté. Il y a des étudiants, il y a des parents, il y a des enfants. On se pose des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Si ça lui est arrivé à elle, ça pourrait arriver à tout le monde. Et aussi, c'est tellement soudain, c'est tellement brutal, c'est venu nous chercher dans tout ce que nous avons d'humain, dans tout ce que nous avons dans nos croyances, dans notre foi, même dans notre sécurité. Une des raisons pour laquelle nous, de la diaspora, nous, immigrants, nous sommes ici au Canada, il y a premièrement, oui, les opportunités que ce pays offre, mais la sécurité est une des choses que nous avons tous recherchées, nous qui sommes venus ici. Et pour les parents qui envoient leurs enfants venir vivre au Canada, de penser qu'une chose comme ça puisse arriver, c'est juste impensable, c'est juste insoutenable. Et aujourd'hui, nous parlons d'Alexandra, mais il n'y a pas qu'Alexandra. Nous avons eu d'autres cas, de nos jeunes, qui soit par accident, ceux qui se sont trouvés au mauvais endroit au mauvais moment, ceux qui ont participé à des faits, ceux qui, malheureusement, se sont donné la mort. Et on peut dire aujourd'hui, pour Alexandra, on ne sait pas, mais pour d'autres, c'était des causes de santé mentale. Alors, donc, il est important d'en parler en tant que communauté. Il est important de souligner, peut-être déjà de comprendre, c'est quoi la santé mentale? Et c'est pour ça que nous sommes là, réunis, avec ma collègue Sandrine. On va essayer, je pense, de partager nos connaissances et un peu redonner au suivant. C'est vrai que nous, on a étudié, on travaille dans le domaine, mais l'objectif ici, c'est de pouvoir sensibiliser, Mm, pouvoir en parler, parce que la santé mentale est un problème de société, c'est une réalité. Mais absolument. il y a beaucoup de stigmas, il y a beaucoup d'interdits, il y a de la honte, il y a il faut en parler. Ça n'arrive pas qu'aux autres, ça n'arrive pas qu'aux blancs, ça nous arrive à tous. Mais est-ce que nous sommes capables de savoir que nous sommes dans une phase difficile? C'est de ça que nous sommes venus parler ce soir. Merci Patricia d'avoir élaboré sur la santé mentale et à ceux qui se joignent actuellement. Nous sommes dans cette session d'information sur la cellule de crise pour la communauté. Lorsqu'on parle de la communauté, nous ne parlons pas seulement de la communauté congolaise, mais nous parlons de la communauté, la grande communauté, parce que cet événement tragique nous a tous touchés, que ce soit ici en Amérique, que ce soit en Europe, en Afrique. En tant qu'humains, nous avons été touchés en tant qu'étudiants, en tant que parents, en tant que euh, Absolument. humains. Nous avons tous été vraiment ébranlés et la santé mentale, notre santé mentale a été affectée. C'est important de le reconnaître et puis surtout d'aller chercher l'aide. C'est important d'aller chercher de l'aide. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes avec deux thérapeutes, Madame Patricia Lukoji qui vient de se présenter et je vais laisser Madame Sandrine de FAC se présenter et également partager ce qu'elle fait dans son domaine. Et ensuite, on va aussi vous donner l'opportunité à vous qui êtes là de vous exprimer. C'est un espace sécuritaire. On veut que cette information aille, vous la partagiez à ceux qui ne sont pas là aujourd'hui. Mais sachez qu'il y a une cellule de détresse, que vous n'êtes pas seul, que si vous avez juste envie d'appeler et parler à quelqu'un pour dire, écoute, je me sens mal, écoute, je n'arrive pas à avancer aujourd'hui ou mon cœur est serré. Tout ce que vous ressentez, c'est important de le partager, de ne pas le garder pour vous-même. Alors, Sandrine, je te laisse la parole.
Merci beaucoup, Yvette, pour la parole. Bonsoir tout le monde. Mon nom est Sandrine Sangari. Je vais me présenter comme ma collègue. Je suis aussi une maman de trois enfants. Je suis d'origine du Burkina Faso, donc oui, je suis africaine, mais j'ai envie de dire que ça fait quoi, 25 ans que je suis au Canada quand même. Je suis technicienne en travail social, donc je suis intervenante psychosociale. Et puis, je suis aussi coach spécialisé pour les parents immigrants. Et je suis aussi responsable de santé et bien-être psychosocial au niveau de la Fédération africaine des associations du Canada. Donc, je fais ça au nom de toute la fédération qui est aussi comme euh, une fusion de toutes les associations au Canada. Donc, je représente un petit peu cette cellule-là. Je suis responsable de cette équipe, bien sûr, avec laquelle je travaille, avec des thérapeutes aussi dans mon domaine pour pouvoir aider nos communautés d'une certaine façon. Donc, ce soir, je suis juste, je ne sais pas, la circonstance n'est pas vraiment appropriée. C'est dommage qu'on soit dans des moments de tristesse, peut-être pour parler de ce que nous faisons. Mais le but ce soir, merci encore Yvette pour cette initiative qui a été mise en place au sein de ce moment difficile. Donc, à tantôt, j'écoutais ma collègue Patricia parler de ça. Oui, c'est un fait. Tout le monde est ébranlé au Canada, partout dans le monde. Ce n'est pas une question de couleur, je pense que c'est une question d'humanité. Et on parle tout simplement du fait que tout le monde souffre. Et cette souffrance-là, on ne peut pas fermer les yeux, dire que ça n'existe pas. Je pense que ce soit le cri de cœur que je fais en m'alliant derrière ma collègue Patricia, c'est de dire que on va en prendre soin, voilà, de notre santé mentale, de notre bien-être mental, de notre bien-être intérieur. C'est de s'arrêter pour dire, on enlève un peu le tabou dessus et de reconnaître qu'on ne va pas bien, hein. Moi, je ne suis pas la mère d'Alexandra, c'est vrai, mais ça fait des jours que je ne dors pas, il faut le nommer. Donc, ça ne veut pas dire que parce que je ne dors pas, que je suis différente de toi ou de moi. Non, je veux juste que vous reconnaissiez que même si nous sommes des experts, nous éprouvons les mêmes émotions, nous éprouvons les mêmes douleurs. Et la question est, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on l'ignore? Est-ce qu'on prend le temps d'en parler? Est-ce qu'on trouve le temps d'aller nous soigner? Parce qu'il faut prendre soin de soi pour continuer de vivre, parce que la vie va continuer. Ça, c'est un fait. Alors, ce soir, je pense que ce que je veux annoncer aussi, c'est qu'au niveau de la Fédération africaine, tout comme, comment on appelle ça, la cellule de crise qui est en train de mettre, effectivement, la FAC met en disposition de toute la communauté, de faire en sorte que si quelqu'un a envie de parler, il y a une ligne d'écoute qui a été mise en place et elle est là depuis la disparition d'Alexandra. Ce soir, je le lance encore de manière plus officielle, que la FAC a mis en ligne une ligne dans laquelle il y a une équipe qui va travailler à travers le Canada. Si quelqu'un veut parler, et on a eu des appels jusque-là, en tout cas, je suis contente de voir que les gens l'utilisent. Les étudiants, particulièrement, cette ligne vous est adressée, si vous nous entendez. Donc, il faudrait appeler. Il ne faut pas garder, il ne faut pas rester avec ça. Il ne faut pas s'enfoncer. Et surtout, si on se sent mal, peu importe, même si ce n'est pas en lien avec cette réalité dans laquelle nous sommes, on reste un humain qui ne va pas bien. Et il faut prendre le temps de dire, je vais aller chercher de l'aide. Et nous voulons vous rappeler que dans la communauté, cette aide existe. Ne vous sentez pas mal en disant, ben, écoute, tout ce qui est croyance derrière tout ça, non. Sachez que la communauté a mis des choses en place pour vous. Et ce soir, je suis très contente que toute cette force-là, la fac le faisait, mais aujourd'hui, on s'est dit tout ensemble. Et puis, c'est un appel aussi qu'on lance à l'échelle, j'ai envie de dire nationale. On n'est pas les seuls thérapeutes, Patricia et moi, je suis convaincue, au Québec, au Canada, on n'est pas les seuls. Il y a plein de psychologues, il y a plein d'intervenants psychosociaux, il y a des travailleurs sociaux, tout ce qui rentre dans la relation d'aide, tout ce qui rentre dans le psychosocial. Aujourd'hui, c'est un appel qu'on lance aux gens de dire, écoutez, on se met ensemble, on fédère nos forces pour que la communauté aille bien, pour prendre soin du bien-être mental de notre communauté avant tout. Seulement, oui, pas seulement pour ces moments difficiles, mais ça va aussi être pour nous une force à l'avenir pour parler de ça aussi. Mais pour cette période de crise, oui, la fac, en dessus de tout ce qu'il est en train de faire, ce soir, c'est vraiment
l'ensemble humain, hein, j'ai envie de dire ça, j'ai envie d'enlever nos titres, nos casquettes, nos, nos entités, voilà, pour dire qu'aujourd'hui, comme communauté, on dit, c'est pas anodin, ça tombe vraiment comme une belle coïncidence où on tombe aujourd'hui à la journée mondiale de la santé mentale. Alors, on ne va pas rester là et puis regarder la situation sans dire quelque chose. Donc, pour le moment, je m'arrête là. Yvette, s'il y a autre chose, je viendrai dessus, mais je vais m'arrêter là pour le moment. Merci à tous. Merci infiniment, Sandrine, d'avoir gracieusement vraiment accepté de venir ce soir pour tendre la main et également donner donc tes services et partager le travail que tu fais. Nous avons des personnes en ligne, les autres sont en train de se joindre. Pour celles qui nous joignent actuellement, donc je vais répéter que nous sommes ici aujourd'hui, donc dans cette session d'information, pour vous donner de l'information concernant donc cette cellule de détresse qui a été mise en place au sein de la communauté, de façon à ce que nous puissions donner un espace aux membres de la communauté de pouvoir venir partager ce qu'ils ressentent de l'annonce. Je tremblais, ça nous a pris dans les entrailles en tant que mère, en tant que maman de fille. On pense à beaucoup de choses en même temps. Et plusieurs émotions peuvent venir survenir dans ces moments-là. La tristesse, la colère, le questionnement, la peur. Alors, aujourd'hui, nous avons deux thérapeutes ici qui sont là. Donc, si vous avez des besoins, avant de quitter ici, nous allons vous donner les coordonnées non seulement de la ligne d'écoute de la fac, mais également les coordonnées de ces deux thérapeutes. Mais nous faisons aussi appel aux thérapeutes que nous avons ici au Canada pour donner également leurs services de façon gratuite dans cette période où nous sommes. Et donc, nous allons vous laisser l'opportunité de poser des questions, vraiment des questions liées à la santé mentale. Comme vous savez, aujourd'hui, c'est la Journée internationale de la santé mentale et nous sommes ici vraiment pour nous soutenir, vous dire que vous n'êtes pas seul, que c'est normal de ressentir certaines émotions. Alors, Patricia, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Ensuite, on va laisser l'audience qui est ici avec nous poser des questions ou tout simplement partager. J'ai eu un appel hier et puis on m'a appelé et puis on m'a juste dit non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Alors, n'ayez pas peur de le faire. Ben, avant de poursuivre, j'aimerais peut-être aller dans la chose qui pourrait être la plus théorique. C'est peut-être de dire au moins ce qu'est la santé mentale selon l'Organisation mondiale de la santé. Je vais lire la définition. C'est dit la santé mentale, c'est un état de bien-être dans lequel un individu, excusez-moi, réalise ses propres capacités, peut faire face aux contraintes normales de la vie, peut travailler de manière productive et apporter une contribution à sa communauté. Ça, c'est une définition générique. Mais la santé mentale, c'est en fait relié au bien-être émotionnel. On en parlait avec ma collègue Sandrine. C'est qu'on peut vous parler de théorie, mais le bien-être émotionnel, c'est quoi? C'est se sentir bien. C'est d'être capable de dormir, de manger, de fonctionner, de, de vivre une vie sereine. En ce moment où je vous parle, je ressens le stress du direct. C'est qui est une chose. Mais depuis qu'on a eu la vidéo de la maman, moi je l'ai vue le dimanche, je l'ai diffusée à partir de dimanche. Je crois que je tremble, j'arrête pas. J'ai peur, dès que je me mets sur Facebook, sur Twitter, sur X, j'ai pas TikTok, j'ai pas les autres. Ma réaction, c'est quand je vois les milliers de photos de cette jeune fille, je tremble parce que j'ai plein de questions. Je regarde mes filles, j'angoisse, alors que c'est des angoisses que je n'avais pas auparavant. Je m'inquiétais pour d'autres choses. Nous tous, on n'a pas dormi. D'entendre cette mère crier, raconter
Qui peut être insensible à ça? Alors, justement, c'est cet état où on se réveille, oui, on a des choses à faire, on va travailler, mais on n'arrête pas d'y penser. Quand on n'est pas bien, qu'on commence à avoir des insomnies, on se réveille en pleine nuit, on a besoin de parler à quelqu'un d'autre comme pour dire: «Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai?» On a peur. Maintenant, est-ce qu'on va être à l'aise de sortir? Surtout qu'on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Est-ce que c'est un meurtre? Qui court? Qu'est-ce qui se passe? Imaginez tous les étudiants, nos enfants étudiants qui sont internationaux ou pas, qui sont à Trois-Rivières. Comment est-ce qu'ils se sentent en ce moment? Et puis quand la mort est si proche, et quelle mort, quelle brutalité. Je pense que si on laissait la parole à toutes les personnes qui sont en ligne, qui nous disent chacun comment il a vécu, comme a dit Sandrine, notre santé mentale a été affectée. Est-ce que nous sommes aptes à reconnaître que nous n'allons pas bien mentalement? Surtout nous, quand on parle de la communauté africaine, quand on parle des communautés ethniques, parce que tout ce qui touche à la santé mentale est tabou. Tout ce qui touche à la santé mentale est souvent relié à la folie. Quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale, généralement, on se moque de lui. Dans nos contrées, on les isole. Il y a des gens qui disent: «Je ne prendrai pas d'antidépresseurs, je ne prendrai pas de médicaments parce que je vais devenir dépendant». On ne sait pas ce que c'est. Et je pense que Sandrine va me seconder dans ce que je dis. La plupart de mes clients, ce ne sont pas des Africains, parce que les Africains ne consultent pas. Les Africains vont parler en famille, ils vont parler à l'église, ils vont parler à la mosquée, ils vont parler là où ils pensent qu'ils vont aller trouver de l'aide. Et il n'y a aucun problème avec ça. Et parfois, on ne consulte même pas notre médecin de famille lorsqu'on ne va pas bien. Et de l'autre côté, nos médecins de famille, beaucoup ne sont pas formés pour accueillir des gens en détresse de santé mentale. Et souvent, lorsqu'on vient nous voir, nous, thérapeutes, Sandrine, corrige-moi si je me trompe, c'est que des fois la situation est grave. Tout à Et j'aimerais souligner aussi qu'il n'y a pas que cette tragédie qui nous a affectés. Nous sommes en train de voir le danger des réseaux sociaux en ce moment. Les mêmes réseaux sociaux qui nous ont aidés à mobiliser pour retrouver notre fille. Ces mêmes réseaux sociaux sont en train de déverser de la haine, de la méchanceté, de la cruauté, de la bassesse. Et ces choses-là nous affectent aussi. Je pense que nous sommes encore plus ébranlés parce que nous sommes en train de voir et d'entendre, autant les humains ont montré l'unité, mais les humains sont en train de montrer combien ils sont capables d'être méchants envers cette pauvre famille, envers, même envers nos enfants, des jugements de valeur. Alors, en ce moment, nous sommes blessés à plusieurs niveaux. Et c'est ça qu'on veut adresser ici. C'est pas dire: «Oh, je connaissais pas Alexandra, donc ça ne me touche pas». Non. Quiconque a été touché. C'est pour ça que nous faisons cette rencontre ce soir, parce qu'il y a l'organisme, la fac dont Sandrine est en train de parler, il y en a plein d'autres. Dans nos universités, il y a des structures. On va peut-être parler des ressources après, mais parlons d'abord peut-être de cette réalité qui est la souffrance émotionnelle, la blessure émotionnelle que nous ressentons tous, parce que nous sommes blessés dans nos émotions. Nous sommes blessés et ce n'est pas des blessures qui se soignent. Des fois, la prière nous aide, la méditation peut nous aider, mais en ce moment, on a besoin des vraies ressources, on a besoin de vraies personnes qui sont habilitées à recevoir notre souffrance, à recevoir notre douleur. Et je dois vous le dire, j'ai consulté moi-même. J'ai appelé mes pères dans les 2 derniers jours pour dire: «Je ne vais pas bien». Ma collègue Mélissa est en ligne, je la vois, je l'ai appelée pour lui dire: «Mélissa, il faut qu'on en parle». C'est ça notre rôle de thérapeute aussi. On n'est pas des invincibles, hein. On a toujours besoin d'aller chercher de l'aide. Donc Sandrine, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça. Je suis sûre que tu as beaucoup à dire et je te laisse la parole. Merci beaucoup, Patricia. Je vais vraiment, merci pour ce partage. Franchement, tu as touché un point qui est très important. Je vais t'appuyer là-dedans. C'est au niveau de notre capacité à aller chercher de l'aide.
Oui, tu as raison. Comme je t'ai dit, je suis coach spécialisé pour les parents immigrants. En général, mon approche est préventive. Donc, l'idée pour moi, c'est d'éviter qu'on se retrouve dans des drames. Mais comme tu le dis, généralement, quand on me consulte, euh, c'est vraiment, c'est une question de vie ou de mort, hein, où le drame a déjà eu lieu, où on est vraiment dans une situation tellement, c'est-à-dire de non-retour. Et on essaie de sensibiliser le plus possible. Et puis, très rarement, les gens vont consulter pour leur mal-être. Très rarement. Dans mon métier, comme c'est du coaching, souvent, oh, les enfants sont placés et puis ils sont dans cette réalité-là. Et puis c'est comme là, en règle. Mais le bien-être personnel du parent, de l'enfant, ce n'est pas quelque chose pour lequel on est habitué à dealer avec. Et Mhm. pourtant, ça va susciter des drames. Souvent, on rentre dans la violence conjugale, on rentre dans des justement, comme on ne va pas bien comme parent, finit par envoyer un coup de poing à l'enfant, on envenime la situation. Mais les gens ne comprennent pas qu'il faut déjà aller à la base, comme tu viens de dire, Patricia, tout simplement consulter, débriefer, parler à la bonne oreille. Ça aussi, c'est un problème, hein, Patricia, parce que souvent, on se dit, oh, moi, comme tu l'as dit, je vais aller en telle identité, et juste à parler à telle personne, ça va partir. Mais telle personne n'est pas un professionnel. Il faut faire attention. Il faut faire très attention. C'est bien de parler, de commencer. C'est déjà un bon point. On peut parler à n'importe qui pour vider. Mais il faut se dire que pour ma situation, j'ai besoin d'un professionnel, d'un expert pour m'aider réellement à aller de l'avant, surtout quand ça perdure. De temps en temps, tu peux ventiler, mais quand ça perdure, là, on rentre dans une pathologie qui demande un expert. Et il ne faut pas se dire que les psychologues appartiennent aux Blancs. C'est faux. C'est pas vrai. Ça appartient aux êtres humains pour vous aider à vous amener d'un point A à un point B. Et oui, pour ce drame où nous sommes tous affectés, c'est une réalité, mais je veux qu'on retienne que ce n'est pas seulement pour ce que nous vivons aujourd'hui, mais que demain ou après-demain, dans nos situations personnelles aussi, on pourrait avoir envie de parler à un expert pour nous aider à aller bien en dedans de nous. C'est très important que notre bien-être, parce que quand tu ne vas pas bien, c'est là où tu peux poser des actes ignobles. Tantôt, Patricia parlait de ce que les réseaux sociaux apportent et tout. Il ne faut vraiment pas être bien pour avoir une certaine méchanceté face à un drame comme ça. Il ne faut certainement pas être bien à l'intérieur de toi pour exprimer de la haine. Il ne faut certainement pas être bien en dehors de toi même pour commettre des actes. Il faut aller chercher de l'aide avant qu'il soit trop tard. Donc, ce besoin-là, je pense qu'on n'arrêtera jamais de le dire. Aujourd'hui, l'opportunité nous est donnée parce que c'est la journée internationale. On veut s'arrêter, mettre un clou dessus, mais que la communauté sache que, surtout ces temps-ci, nous sommes unis. Nous allons chercher des solutions. Nous allons chercher des solutions. D'ailleurs, on va l'annoncer tantôt, il y a des solutions concrètes qui sont mises en place. Mais avant tout ça, tu sais, les questionnements là, chacun se pose la question, qui a fait quoi? Comment fait? Est-ce que ça va faire? Toute cette peur-là, il faut l'adresser déjà avant. Parce que sachez que la question de la communauté congolaise, d'ailleurs, la communauté congolaise est incluse dans la FAC. On est toute une fédération, je vais insister là-dessus. On est toute une fédération de tout ce qui s'appelle organisation. On est un aujourd'hui. Et on l'a toujours été pendant un moment, mais là, aujourd'hui, on veut le nommer, on veut le proclamer qu'on est un. Donc, il n'y a pas une affaire d'association ici, c'est une affaire d'humains qui se mettent ensemble pour dire non à cette cause. Et cette cause aura une solution, on ne va pas le lâcher, c'est clair. Donc, je veux d'abord rassurer les gens sur ce coup-là, mais de dire, nous n'allons pas bien et nous avons le droit, nous avons la possibilité d'aller chercher l'aide adaptée à notre besoin en ce moment. Donc, je m'arrête là pour le moment, Patricia. Merci. Je voulais ajouter ceci, c'est vrai qu'il y a beaucoup de oui, de stigmas, mais beaucoup d'a priori aussi, hein. Je peux comprendre que des personnes ne veuillent pas aller consulter, surtout des gens de la communauté, des ressortissants de même pays, parce qu'il y a souvent un problème de bris de confidentialité, d'un bris de confiance. Mais il faut comprendre une chose, que lorsque vous allez consulter des professionnels de la santé, nous, en tant que professionnels de la santé, que nous soyons psychothérapeutes, psychologues, travailleurs sociaux, ou peu importe, lorsque nous appartenons à un ordre, nous avons un devoir. C'est le code d'éthique et le code de déontologie nous obligent à préserver la confidentialité de nos clients. Il suffit d'un simple prix, je peux perdre ma licence d'exercer. Donc,
quand les personnes se disent: «Mais je veux pas aller voir quelqu'un de ma communauté qui saura ce qui se passe dans ma vie privée, qui saura ce qui se passe ici», c'est tout à fait normal et d'ailleurs la preuve, je ne peux pas recevoir en thérapie une amie, une sœur, un membre de ma famille. Mon code d'éthique et ma déontologie me l'interdit. Je vais référer auprès d'une autre personne et encore là, il faut savoir que même si la thérapeute que vous voyez, c'est une amie à moi, il n'y a en aucun cas, elle ne peut partager une information personnelle vous concernant. Je sais que ça, c'est un frein pour beaucoup à aller en consultation. Un frein pour beaucoup de prendre leur téléphone et d'appeler et de dire: «J'ai besoin d'aide, j'ai besoin de parler». L'autre chose que j'aimerais mentionner, nous avons le devoir de protéger la confidentialité de nos clients, parce que nous, on ne les appelle pas des patients, ce sont des clients, mais nous offrons un espace sécuritaire. Ça, j'aime le dire. Parmi les choses importantes, l'espace sécuritaire que j'offre, c'est-à-dire tel que vous venez, tel que je vous reçois. Ça veut dire que c'est un espace où si vous voulez pleurer, vous pouvez pleurer. Il y a personne qui va vous dire: «Oh bon, tu as assez pleuré, c'est bon. Pense qu'en Afrique, il y a des gens qui meurent de faim et ceci, toi tu es bien, tu es au ca» non, nous, on ne peut pas dire ça. Parce que la douleur ne se quantifie pas, la douleur ne se mesure pas, la douleur ne se compare pas. Tel que nous sommes ici en ligne, tel que nous vivons ce drame, c'est, heu, chacun le vit à sa manière. Alors je ne peux pas dire: «Oh Sandrine, parce qu'elle est peut-être ceci ou parce que moi je suis congolaise, Sandrine ne ressent pas la chose de la même manière». Non. Donc nous, on vous accueille dans un espace sécuritaire où vous êtes vous. L'autre chose, c'est le non-jugement, hein. C'est la zone de non-jugement. Je n'ai pas d'opinion, je n'ai pas d'avis, je n'ai pas de ju la différence entre Sandrine et moi, elle qui est coach, elle qui est intervenante d'une certaine manière, moi en tant que psychothérapeute, je ne peux même pas vous dire: «Je pense que tu devrais faire ceci». Moi, j'accueille, je prends ce que vous avez, je prends vos forces, je prends vos faiblesses et nous travaillons avec ça et la solution viendra de vous. Nous allons aller travailler avec vos facteurs de protection, avec vos facteurs de défense, avec qu'est-ce que vous avez autour de vous? Qu'est-ce qui vous entoure qui pourrait nous aider à rebâtir, à recoller les morceaux, à ramasser les choses? Donc, c'est très, très important de comprendre que lorsque vous vous adressez à des professionnels, pas des gens qui prétendent savoir comment vous remettre sur pied, un professionnel a des obligations envers son ordre professionnel et même des obligations légales parce qu'il y va de la vie de quelqu'un. Si aujourd'hui quelqu'un me dit: «Je suis en détresse, je suis au bord du pont Jacques-Cartier et que j'ai l'impression que je vais sauter». Dès cet instant-là, je prends le téléphone, j'appelle la police de Montréal, je donne l'indication. J'ai l'obligation légale de faire ça. Mais si la personne est dans mon bureau et que la personne me parle, avant que je ne dévoile ça, il y a des limites de confidentialité que je ne peux pas franchir. Il y a des choses que je peux garder et il y a des choses que je ne peux pas garder. Donc, c'est pour vous faire comprendre que lorsque vous allez voir un professionnel de la santé mentale, cette personne-là sait qu'elle risque de perdre sa licence si elle ne garde pas les réglementations qui lui sont édictées. Nous ne faisons pas ces études juste pour le faire et moi, je ne me vois pas perdre ma licence juste parce que j'ai eu une indiscrétion, que j'ai eu envie de commenter sur TikTok. Vous ne me verrez pas commenter sur les pages, les trucs. Même ça, ça pourrait toucher à ma licence. Donc, ceci, c'est pas peut-être pour rassurer les gens, mais c'est pour montrer que c'est une démarche que vous pouvez entreprendre, sachant que nous avons l'obligation de protéger votre vulnérabilité. Donc, je voulais insister là-dessus parce que c'est un des points pour lequel beaucoup de personnes ne vont pas aller consulter. Et parce qu'on a vu aussi que dans certaines circonstances, des personnes avaient accès à des informations personnelles et l'ont soi-disant dans un live parlé d'un exemple qui ressemblait à et même insisté en disant toute ressemblance avec une personne. Non, nous, on n'a pas le droit de faire ça. On a le droit de vous protéger. Je voulais vraiment insister sur les aspects professionnels pour permettre aux gens de dire: «Je peux appeler Patricia. À la limite, appelez-moi, ne me donnez pas votre nom, si vous voulez. Si ça va vous permettre de vous sentir à l'aise, jusqu'à ce que vous allez vous sentir à l'aise pour qu'on puisse vraiment se parler». C'est un peu ça que je voulais partager.
Merci beaucoup, Patricia. Il y a une question qui a été posée ici dans la messagerie. Donc, alors, pour ceux et celles qui n'ont pas les moyens financiers de consulter un psychothérapeute, est-ce que vous avez des alternatives? Pour ma part, dans ma pratique privée, j'offre ce qu'on appelle le sliding scale. J'essaye de voir le mot en français. C'est d'abord, je tiens à préciser que lorsqu'on a commencé à préparer cette réunion avec Sandrine et Yvette, pour cette situation bien particulière, la cellule de crise, c'est gratuit. Moi, j'ai décidé d'offrir de mon temps auprès des personnes qui, en ce moment, se sentent en difficulté, qui se sentent en crise. Pour moi, c'est pas payant. Ma pratique privée, Patricia Lokoji, j'offre justement, j'ai un tarif qui est déjà assez réduit, mais je peux encore discuter de votre situation financière. Les étudiants, d'ailleurs, ils ont un tarif particulier. Et encore, si une personne ne peut vraiment pas, j'ai l'obligation légale soit de la référer à des ressources où elle peut trouver de l'aide, mais humainement parlant, si c'est une personne qui est en détresse, même si elle ne me paye pas pour 1, 2, 3 séances, le temps de la remettre sur pied et de la diriger vers d'autres choses, je peux le faire pro bono gratuitement. Merci, Patricia. Sandrine? Merci pour cette question. J'avoue que souvent, la méconnaissance fait que les gens ne vont pas consulter et c'est très important de la poser de manière officielle. J'ai rejoint Patricia. Présentement, nous sommes en période de crise et c'est offert gratuitement. Quand Patricia parle de la pratique privée, nous sommes des entrepreneurs également. Il faut tenir compte de ça. Du fait qu'on est des entrepreneurs, on ne peut pas se permettre de faire gratuitement tout le temps. Donc, il faut le dire clairement et de manière limpide que nous sommes des entrepreneurs. Donc, comme entrepreneur, euh, si je commence à dire à tout le monde gratuit, ça veut dire que je ne suis plus un entrepreneur. Donc, il faut le nommer. Par contre, en tant que communauté, moi, mon rôle au niveau de la fac, par exemple, nous offrons beaucoup d'heures euh, de soutien d'urgence, comme Patricia le dit. Une situation, quelqu'un est dans la détresse, plus, la première question qu'on pose à la personne, c'est pas si tu as l'argent. C'est clair, on va prendre la peine, peut-être la première écoute va être gratuite, c'est sûr, pour pouvoir amener la personne à aller de l'avant. Donc, il ne faut pas hésiter parce que oh, je n'ai pas d'argent, je ne veux pas y aller. Il ne faut pas que l'argent soit l'obstacle. Et puis souvent, quand vous dites argent, ce n'est même pas des montants extraordinaires. Nous payons de l'argent plus cher pour des choses qui ne valent même pas la peine. On est prêt à dépenser. Mais pour notre santé mentale, moi, je pense qu'il faut investir. Il faut se mettre en tête, on est tous au Canada, il n'y a personne qui est sans revenu. Hein? Il faut le nommer. On a tous un revenu quelque part et il faut aller regarder. Souvent, on a droit, surtout pour les psychothérapeutes, avec une prescription, je pense que les assurances prennent en charge certains paiements. Il ne faut pas hésiter. Souvent, tu as l'assurance avec toi, mais tu ne sais pas que tu dois l'utiliser. Ça aussi, c'est une question. Les étudiants, surtout, ils ont l'obligation d'avoir une assurance. Et ces assurances-là, que ce soit la Croix-Bleue, je ne sais pas, je ne vais pas faire de publicité, mais ils ont tous droit à avoir des services de suivi psychosocial. Donc, si tu ne sais pas que tu payes de l'argent, même pour tes soins, c'est la même chose que d'aller voir un dentiste. Donc, le dentiste, tu ne vas pas dire au dentiste, comment on appelle ça? Fais-moi gratuit. Quand on parle de santé mentale, c'est comme si on parlait de la santé buccale, c'est comme si on parlait de la digestive. Hein? Chaque spécialiste, là, on parle de ta santé mentale, de ton bien-être mental. Moi, je pense on doit développer cette culture-là, de prendre soin aussi de l'âme, hein, parce qu'on parle souvent du corps, de l'âme et de l'esprit. Très souvent, comme communauté, on va beaucoup investir dans l'esprit, on est beaucoup spirituel, on va donner beaucoup d'énergie dedans. Peut-être le corps, on va aller faire du sport peut-être, mais pour ce qui est de l'âme, on ne prend pas soin, on néglige. Et pourtant, c'est très important. Tout ce qui est émotion, tout ce qui vient dedans, il faut donner du temps. Ce n'est pas des sommes extraordinaires. Il faut vraiment, vraiment, vraiment faire attention. Patricia disait tantôt, c'est des gens qui sont allés aux études, hein, c'est des grandes études de 4, 5, 6 ans où tu es parti investir énormément d'argent pour pouvoir étudier ce domaine-là. Et je pense que ce domaine-là mérite aussi d'être respecté et accepté, que c'est une profession comme un médecin qui mérite d'être payé, comme un dentiste qui mérite d'être payé, comme un avocat qui mérite d'être payé. Et puis, ce n'est pas, je le répète, les tarifs, ce n'est pas des tarifs qui font tomber de sa chaise, là, pas du tout. Il faut prendre la peine d'y aller. Et de plus en plus dans nos communautés, il y a des experts
des spécialistes dans le domaine de la santé mentale. Il ne faut pas négliger, il faut vraiment y aller, il faut aller voir. Puis après, on décidera si on veut, mais on ne peut pas juste rester à l'écart pour dire ça coûte cher. Ce mot-là, je pense qu'il faut le bannir un peu de notre vocabulaire et puis dire j'ai investi dans ma santé mentale, j'ai investi dans mon bien-être qui est important. Voilà ce que je voudrais dire. Merci, merci vraiment Sandrine, Patricia. Je souhaiterais laisser un peu maintenant la parole à l'audience. Vous n'avez pas besoin de mettre votre caméra, c'est juste de nous dire comment vous vous sentez, quelles sont les émotions que vous avez en ce moment. Je répète pour ceux et celles qui nous ont rejoints au cours de cette session d'information. Nous sommes ici pour l'ouverture de la cellule de détresse suite à la tragédie que la communauté a vécue. On parle de la grande communauté. C'est quelque chose qui est arrivé pour une jeune étudiante internationale d'origine congolaise, mais c'est l'humanité qui a été touchée. C'est avant tout un humain et cet événement a vraiment bouleversé plus d'une personne à travers le monde, à travers la communauté africaine, la communauté canadienne élargie. Donc, soyez à l'aise, vous êtes en sécurité ici. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. On a 2 thérapeutes aujourd'hui qui ont décidé de donner leur service gratuit. Je veux encore vous répéter, c'est pour vous, vous n'êtes pas seul. C'est important d'exprimer, juste de le dire, ou voire même des fois juste de verser des larmes et de pleurer. Parce que Sandrine a dit quelque chose de très important. On voit en ce moment beaucoup de choses dans les médias sociaux, des choses qui peuvent être très déplaisantes. Et une chose qui est importante de se rappeler, c'est que après l'enterrement, il y a une vie. Cette maman qui va voir les images ou bien tout ce qui est écrit, tout ce qui est partagé. C'est important que nous fassions attention à la manière dont nous interagissons face à cette tragédie. Donc, il ne faut pas oublier non plus que nous ne pouvons pas souffrir plus que cette mère. L'empathie, la compassion, c'est un sentiment humain, c'est une émotion humaine, c'est naturel. Cependant, il y a quelqu'un là qui est un parent qui souffre beaucoup plus que nous et nous devons être conscients de ça et faire attention dans tout ce que nous faisons. Alors, on laisse la parole. Si vous avez envie de vous exprimer, vous pouvez juste lever votre main ou ouvrir le micro, juste dire que moi ça va pas ou je vais bien. Alors, je vous laisse cette opportunité. Yvette, pendant que on laisse nos invités indiquer s'ils veulent prendre la parole, je voulais ajouter ceci. C'est vrai que ce drame nous permet de nous réunir sur cette plateforme, mais il y a 2 semaines, encore avec toi, nous avons organisé un dialogue communautaire à propos de la santé mentale des jeunes. C'est exactement il y a 2 semaines, la santé mentale des jeunes et la violence armée. Alors, il est important de souligner que lorsqu'il y a, surtout chez nos jeunes, lorsqu'il y a un événement aussi tragique ou qu'il y a eu des cas de violence armée et qu'un de nos jeunes, quand je parle de nos, je parle de tous les jeunes, je ne parle pas de la communauté congolaise seulement. On voit des répercussions auprès des autres jeunes. On voit des réactions, parfois des réactions violentes. On voit parfois du renfermement. Et ça, les chiffres de la police, tous les organismes qui s'occupent des personnes après ce genre d'événements indiquent qu'il y a une montée justement des problèmes de santé mentale. Il y a une montée de réactions violentes. Il y a une montée de la violence, en fait. Parce que justement, en étant déboussolés, les gens ne savent pas comment réagir, les gens ne savent pas vers qui se tourner. Mais je tiens à préciser, toutes les universités au Canada, tous les cégeps, les instituts, les collèges ont des bureaux ou des espaces pour adresser les problèmes de santé mentale. Tous. Il n'y a pas une université. Moi, je parle pour Ottawa. J'ai été au HEC Montréal, j'ai été à l'Université de Montréal. Il y a de la place où on peut aller demander de l'aide. Dans les CLSC, pour ceux qui sont au Québec, dans les centres communautaires, il y a de l'aide partout.
Et il ne faut pas penser que parce que vous allez demander de l'aide que vous êtes faible. Et même, être faible, c'est pas une honte. C'est juste un temps qui arrive et puis on va remonter la pente. C'est pour ça qu'on dit la santé mentale, c'est comme des montagnes russes. Tantôt on est en haut, tantôt on est en bas. Et c'est ça, c'est un peu ça le cycle de la vie. C'est vraiment pour dire, l'aide existe et parfois si on ne le sait pas, il suffit de taper sur Google. Et maintenant d'ailleurs, encore mieux, sur ChatGPT. Il suffit juste de taper de l'aide santé mentale à Ottawa, on vous donne toutes les adresses. La communauté congolaise est là aussi, il suffit de contacter info, la ligne info et on pourrait toujours trouver d'autres personnes. Et Yvette, tu mentionnais quelque chose avant. Nous faisons appel à nos collègues de venir en disant: «Nous avons besoin de vous». Parfois, nos clients, parfois les personnes ont besoin de s'identifier à des personnes comme elles, hein, comme eux, pour se sentir à l'aise et d'adresser certaines problématiques qui ne pourraient pas être comprises par d'autres personnes. Donc, je voulais apporter cet éclaircissement-là aussi. Merci beaucoup, Patricia. Un commentaire ici. Salut tout le monde. Merci pour l'invitation. Merci pour votre dévouement. Enfin, de soutenir la communauté congolaise. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ensemble, nous sommes plus forts. Merci, Gemani, pour ce message. Est-ce que d'autres personnes veulent s'exprimer, partager ce qu'elles ressentent avant que nous passions, on parle des ressources et ensuite, nous avons encore à peu près une quinzaine de minutes, pardon, pour cette session. Bonjour, merci beaucoup pour ce plateforme. Merci beaucoup pour la belle initiative que euh, la communauté entreprend pour avoir un centre de détresse. Je pense que c'est très important. Comme vous l'avez souligné, c'est sûr qu'au Canada, nous avons plusieurs euh, centres de détresse, nous avons plusieurs, euh, comment je vais dire, outils et puis centres même dans nos universités, nos collèges, qui font face à, qui ont, c'est le mandat de l'intervention et tout. Ça, c'est vrai, mais je vois l'idée aussi, c'est sûr que il y en a peut-être qui ne sont pas confortables avec d'autres qui n'ont peut-être pas les mêmes expériences et tout. Alors, je pense que c'est vraiment important d'avoir comme ces options-là. Et puis, je suis très fière que la communauté congolaise, en fait, puisse faire une initiative comme ça parce que ça peut sensibiliser et mobiliser ceux qui ne pensent pas être capables de trouver de l'aide de l'autre côté. Donc, d'abord, je voulais juste prendre le temps de dire merci pour cela. Euh, bon, je voulais pas vraiment intervenir. Moi, je voulais vraiment plus écouter aujourd'hui, voir comment ça se passe et tout ça. Mais face à ce que c'est quoi son gars, ce que Gemani a dit à propos de sensibiliser les étudiants qui viennent ici sur comment les choses fonctionnent ici. Je trouve que oui, c'est une bonne idée. Avoir aussi une communication avec les étudiants internationaux qui viennent ici. Je pense que définitivement, que ce soit l'ambassade ou bien qu'on puisse, ouais, que ce soit pas seulement le travail de l'ambassade de l'ambassade du Congo, mais aussi euh, dans nos écoles à nous, ceux qui ont, tu sais, comment je vais dire, des filles étudiantes, comme par exemple le centre des étudiants internationaux ou bien les communautés congolaises dans les institutions aussi. Je pense que c'est vraiment, on doit travailler de main à main et les études et les institutions et les ambassades et aussi la communauté congolaise des jeunes Ottawa-Gatineau. Je pense que il faut qu'on travaille de main en main à avoir peut-être comme une liste des étudiants internationaux qui viennent. Ils savent qu'ils ont une place, ils savent qu'ils ont une communauté, ils savent que tu vois, ils ont un réseau ici déjà de base où ils peuvent aller s'ils ont besoin de quoi que ce soit et que par la permission des parents, lorsqu'il y a des agences là-bas au Congo, parce qu'il y a plusieurs agences au Congo qui font affaire avec les étudiants internationaux pour qu'ils puissent venir. Moi, j'ai travaillé à l'admission au collège d'Asté, alors je sais qu'il y a euh, c'est souvent les mêmes agences qui sont au Congo qui envoient les étudiants internationaux qui font les démarches pour eux. Et je pense que ce serait important que ces agences-là, on puisse être en communication avec eux autres déjà, et puis avec l'autorisation des parents que
on puisse avoir peut-être comme déjà les contacts des étudiants et que les étudiants aussi et puis qu'on puisse aussi avoir les contacts des parents pour qu'ils puissent avoir comme, tu sais, des fois un rapport, un check-in. Si par exemple, les parents cherchent les enfants ne répondent pas ou je sais pas quoi pendant, je sais pas, une semaine ou je sais pas quoi, ils savent qu'ils ont un autre numéro, ils ont, tu sais, un autre service auquel ils peuvent essayer de voir et puis joindre comme intermédiaire. Et ça, ce n'est pas seulement pour la raison du fait que non, on veut pas aller chez les modèles ou les choses comme ça. C'est pas seulement pour ça, mais il y a des étudiants vraiment, like, dans le cas de ceux qui viennent d'arriver d'Alexandra, est-ce que est-ce que on ne sait pas si elle ne voulait pas être avec la communauté congolaise, on ne sait pas ce qui s'est passé exactement. C'est tous comment je vais dire, c'est tous des autres personnes. Nous ne connaissons pas les faits. Mais si on va rester dans les faits, c'est sûr il y a des gens, comme par exemple dans mon cas à moi, je pense que maman, il peut être tu connais déjà mon histoire. Nadège qui est ici, toi, tu me connais déjà depuis que j'avais 17-16 ans. Moi, mes premières personnes que j'ai rencontrées en tant que Congolais n'étaient pas des personnes que je pourrais dire qui sont dignes d'être des amis. Ils savent beaucoup de choses. Et ils m'ont emmené dans beaucoup de choses. Donc, le problème, ce n'est pas une race seulement. Le problème, ce n'est pas seulement une race, parce que moi, je suis une personne qui a été très bien éduquée dans ma famille ici. J'ai toujours habité au Canada, mais malheureusement, dès que j'ai rencontré un certain groupe congolais, toutes les valeurs que mes parents m'ont apprises à cause d'un petit copain et puis son entourage d'amis congolaises, je me suis presque dérapée. Si ce n'était pas Dieu, moi, je ne sais pas, je serais où ici aujourd'hui. Donc, je pense pas que c'est seulement une affaire de race. Je pense que c'est une affaire de savoir comment guider les adolescents en général, les étudiants qui viennent ici, à pouvoir être en communication avec les parents et puis à comprendre les lois qu'il y a ici et à comprendre les services qu'il y a ici. Euh, je pense que c'est ça. Je pense on doit faire un travail ensemble, main à main, pour pouvoir sensibiliser les étudiants et puis Merci. conseiller les étudiants. Donc, c'est tout ce que je voulais euh, ajouter comme point. Merci beaucoup, Nina. Je vois une autre main qui est Irène, je pense. Et ensuite, je vais laisser la parole. S'il n'y a pas d'autres interventions, je laisserai la parole à nos thérapeutes et ensuite nous allons clôturer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à les écrire dans le chat. Comme on a dit, cette cellule de détresse s'ouvre s'il y a besoin encore de se rencontrer parce que vous avez juste envie d'être en groupe comme ça pour qu'on puisse partager. Aujourd'hui, on veut vraiment, on lance ceci et puis on veut vraiment parler de ce qui est lié à la santé mentale. Mais c'est vrai que ça ouvre des portes à d'autres perspectives, à d'autres voies également. Et c'est important d'en parler, de partager. Merci Nina d'avoir partagé un peu de ton expérience. Alors, Irène. Allô, bonsoir tout le monde. Bonsoir Irène. Je suis encore sous le choc et trop d'émotions. Je ne sais pas si je vais beaucoup parler, mais je tenais vraiment à remercier Yvette, qui est une grande sœur pour moi. Bon, c'est vraiment comme je l'appelle Dada Yaya. Merci pour cette belle initiative. Merci puisque tu n'arrêtes pas de travailler d'arrache-pied pour la communauté. Donc, je suis à Ottawa, je n'arrête pas de voir ce que tu fais malgré les hauts et les bas. Tu es toujours à la page, tu veux toujours le bien-être de chaque Congolais ici à Ottawa et Ottawa-Gatineau. Donc, je t'en remercie beaucoup vraiment et je suis très heureuse d'avoir participé à cette session d'information dont j'ai découvert qu'il y a vraiment de psychothérapeutes fiables. Donc, ce sont des contacts des plus que j'aimerais ajouter puisque je suis fondatrice d'un organisme à but non lucratif euh, qui, euh, qui appuie les jeunes à faire face aux défis de leur développement personnel ici à Ottawa. Donc, le fait de voir un jeune qui avait de l'avenir partir de cette façon, donc ça m'a laissé sans voix. Je me suis sentie impuissante, incapable, malgré des initiatives, malgré tout ce qu'on essaie de mettre en place pour pouvoir soutenir le jeune. Et je crois que c'est toujours insuffisant. Donc, ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça vient juste nous interpeller qu'il faut qu'il y ait encore plus de mesures, plus de sessions d'information, plus de sensibilisation des événements
pour pouvoir approcher, mettre des bonnes stratégies pour pouvoir approcher le jeune. Parce que c'est pas aussi de leur faute, en fait. Le jeune ont une mauvaise information, surtout quand ils arrivent ici au Canada. Il y a déjà des rumeurs qui circulent, tu vois un peu. Donc, moi, je suis passée par là, raison pour laquelle je voulais utiliser l'expérience pour pouvoir montrer les côtés positifs aux jeunes, pour qu'il n'y ait pas de méfiance. Parce que quand on se sent seul là, quand on est dans la souffrance, si on ne se montre pas, si on n'emploie pas des démarches pour que nous soyons sécurisés ou nous soyons guéris, donc personne ne viendra vraiment en notre rencontre. Alors, ce que je voulais dire, le jeune, il développe cette attitude de méfiance, quand bien même qu'ils sont peut-être qu'ils traversent des moments difficiles, ils préfèrent s'enfermer. Alors, moi, je dis toujours aux jeunes, quand ça ne va pas, peu importe, qu'il y aura des critiques après, sauve d'abord ta vie. Sois humble, sauve ta vie, cherche comment je peux faire, sois d'abord conscient de ton état que ça ne va pas, c'est une réalité, mais comment je peux faire pour m'en sortir. S'il faut appeler des gens qui sont proches de toi, n'hésite pas, appelle. Et puis, moi, quand j'ai des situations auxquelles je n'arrive vraiment pas à m'en sortir, je suis très humble, je cherche toujours des solutions. Donc, c'est ce que je n'arrête pas de dire aux jeunes tout autour de moi. Et il faut toujours chercher des solutions. Il faut se connecter avec des bonnes personnes, des personnes qui ont de l'information. Aux jeunes, aux nouveaux immigrants, qu'il n'y a personne qui va t'aider comme la personne qui est dans ta communauté. Moi, je n'arrête pas de les dire. Je suis arrivée au Canada, j'avais 23 ans. Mais si je suis celle que je suis aujourd'hui, parce qu'il y avait aussi de très bonnes personnes au sein de ma communauté. Donc, il fallait que je m'approche, je sois entourée par des personnes qui vont qui m'aient montré les côtés positifs. Il fallait que je sois aussi cette bonne personne pour d'autres personnes. Alors, ce que j'aimerais vraiment dire en ces moments de crise, c'est vraiment réfléchir sur de très bonnes stratégies. Il y a des psychothérapeutes. Qu'est-ce qui fait que le jeune ne s'approche pas, le jeune, surtout moi, je suis vraiment du côté de jeunes parce que je suis passée par là, je sais ce que ça fait, surtout quand on a un avenir, on a des rêves à réaliser, on se sent seul, on se sent mal orienté, on se sent abandonné. Donc finalement, on sombre dans la dépression. Donc il faut qu'il y ait vraiment un peu plus de stratégies, des très bonnes stratégies au sein de nos communautés, l'unité, et puis s'associer aussi avec d'autres organismes, par exemple Face to Face déjà qui existent, lors de nos événements, nous aider aussi à bien travailler quoi, pour pouvoir toucher un peu plus et partager de l'information aux nouveaux arrivants, aux jeunes. Nous avons des cours d'intégration que nous avons commencé depuis cette année et on a quand même fait de notre mieux pour pouvoir mobiliser les jeunes. Mais si, par exemple, on s'est dit, ben voilà, l'organisme Face to Face Impact travaille déjà pour telle chose, tel organisme travaille pour telle chose, dans pareille situation, qu'est-ce qu'on peut faire pour se mettre ensemble et développer des stratégies à venir? Donc, j'ai une voix qui tremble. Peut-être dans les jours à venir, je pourrais proposer, suggérer pas mal de stratégies. Donc, pour l'instant, je suis vraiment triste et qui est l'âme de la petite repose en paix. Et puis, en ce qui concerne les informations que j'ai eues ce soir, je n'hésiterai pas de partager aussi aux personnes qui sont tout autour de moi. Et la notion de consulter les psychothérapeutes, c'est vraiment un tabou pour nous. Je ne sais pas comment on peut faire. C'est vraiment un tabou de voir vraiment qu'un noir ou un noir se décide aujourd'hui pour dire que moi, j'avais essayé ça parce que j'aime toujours essayer pour se dire que non, ben voilà, je veux consulter un psychothérapeute. Quel qu'en soit le prix, j'ai besoin de guérir, je vais consulter. Mais vu que c'est un tabou pour nous, ben on pense toujours au jugement, qu'est-ce que ça va faire? Parce que même moi, ça m'arrive d'avoir peur de dire aux gens que je suis en train de consulter un psychothérapeute. Mais on va te dire, mais finalement, tu consultes, tu sais que ça ne va pas dans ta vie. Vous voyez un peu le jugement. Donc, on a un peu peur de ces jugements-là. Maintenant, comment faire pour enlever, pour que ça ne soit pas un sujet tabou, pour qu'on puisse normaliser ça dans nos communautés, que quand ça ne va pas, c'est tout à fait normal. En étant chrétien, tu pries, mais vas-y aussi consulter un professionnel et sa tête, c'est pour ta sécurité. Donc, Merci.
Merci beaucoup, Irène. Merci pour ton partage. Je laisserai les thérapeutes répondre à cette question. Avant qu'elles répondent, une main de Victor Amici. Il y a plusieurs commentaires aussi dans le chat. Merci, David, bienvenue, qui est heureux d'être ici. Il est ici depuis 2001. Il est ravi de voir ce qu'est en train de devenir sa communauté. Donc, il encourage beaucoup les appuis et les actions des jeunes de notre communauté. Pardon. Et Christian qui demande à ce que nous ayons une autre session pour se défouler et vraiment proposer des idées. Absolument, ça ne sera pas la dernière session. Cette session est spécifique santé mentale, mais c'est ce que nous voulons. C'est un début de quelque chose. Il faut commencer à se réunir et à parler et en parler. C'est un début. Donc, Monsieur Amici, Victor, et ensuite, je vais laisser les thérapeutes. Bien, merci beaucoup pour vraiment l'organisation de cette séance aujourd'hui. Je suis très ravi parce que ce sont des actions d'accompagnement en période de détresse, une très bonne initiative. Vraiment, c'est très bien. Alors, je voulais, moi, normalement, je ne peux pas rester parler toujours de cette crise, de cette situation, même si je vais effleurer un peu, mais je vais aller beaucoup plus en termes de propositions. Parce que c'est vrai, c'est un deuil, mais à un certain moment, on est assis, il faut se lever et partir. C'est vrai que nous avons été touchés par cette situation. C'est tout le monde. J'ai remarqué que cette situation, même en Afrique, et ce sont les parents maintenant qui sont même mobilisés. On dirait que ce n'est pas seulement nous qui étions touchés ici, mais c'est allé même en Afrique à toutes les familles qui ont des enfants ici. Et c'était des interpellations. Des interpellations disant que les enfants, d'habitude, ont coupé, ils ont moins de contact avec leurs parents quand ils viennent ici, les étudiants internationaux. C'est vrai, nous avons un pays qui nous offre tout, il y a beaucoup d'opportunités, il y a plein de choses qui sont ici que les enfants, les étudiants internationaux ne faisaient pas chez eux. Mais quand ils arrivent ici, étant seuls, c'est à nous la dolce vita, comme on dit. C'est-à-dire, on peut tout faire, tout ce qu'on veut. Mais c'est question de responsabilité et aussi d'éducation. L'éducation de base, et si l'enfant évolue dans une famille qui est au moins responsable, qui lui donne ces notions d'éducation, les rappels, le respect de certaines valeurs, mais nous avons toujours l'influence des amis, nous avons toujours l'entourage qui vient toucher. J'ai vu, je ne sais pas c'est qui parlait là, c'est Irène, bon, je ne la connais pas, elle a parlé de comment elle était, et après un temps, tout a basculé parce qu'il y a eu des contacts, certains contacts qui ont pu essayer de changer son comportement, ses attitudes, je ne sais pas. Bref, nous sommes dans une situation où nous remarquons que beaucoup d'étudiants internationaux arrivent ici, ils sont isolés. D'habitude, beaucoup ne veulent pas rentrer en contact avec les Congolais qu'ils trouvent ici. Peu connaissent la communauté congolaise. Ils sont au courant qu'il existe une communauté congolaise, mais ils ne participent jamais à des activités de la communauté congolaise. Est-ce que c'est parce qu'on leur dit, arrivez là-bas, évitez les Congolais? Qu'est-ce que vous faites, vous, les Congolais? Est-ce que vous avez de mauvais comportements? Est-ce que vous vous occupez de la vie des autres? Et ces enfants, il y a certaines, pas toutes, qui se considèrent que si nos parents nous ont envoyés ici, c'est parce que nos parents ont l'argent et que nous devons maintenant être ici. Peut-être pas besoin de travailler, pas besoin de quoi qu'il soit. Il y a les parents qui nous envoient de l'argent, donc nous n'avons pas besoin de nous approcher des autres. Mais les conditions de la vie ici font à ce qu'il y a toujours ce jumelage travail, études. Même si vous avez l'argent, vous aurez toujours tendance à faire quoi? À étudier. Alors, il y a les amis et les familles qui ont des enfants ici, mais qui parfois ne contactent pas les familles congolaises ici pour dire, il y a mon enfant qui est là, veuillez m'aider à le surveiller comme vous êtes là, comme juste pour guider l'enfant, pour l'orienter à un certain moment. Là, ce sont les familles.
Bref, c'est parmi les actions à faire pour sensibiliser certains parents, s'ils veulent aussi envoyer leurs enfants ici. Je ne vais pas m'attarder sur cette situation, mais seulement c'est déplorable la situation de l'enfant qui vient de mourir là-bas. On ne sait pas les circonstances, on ne va pas trop spéculer dans ça parce qu'il y a trop d'informations qui circulent sur les réseaux sociaux et je vous en prie, évitez trop les réseaux sociaux parce que ça traumatise davantage, ça crée des mensonges, des spéculations de toutes sortes jusqu'au point d'entraver même le travail de la justice ou de la police. Alors, je voulais proposer quelque chose au niveau de la communauté pour essayer de voir comment est-ce que on peut aider si ces enfants arrivent. Il y a d'abord le système de mentorat qu'on peut aider ces enfants ou organiser des systèmes d'orientation. Parce que lorsqu'ils arrivent ici, ils doivent au moins s'adapter à ce nouveau pays. C'est vrai, ils peuvent comprendre quels sont les systèmes académiques. Il y a beaucoup de défis culturels qui sont ici et sociaux, mais ils peuvent quand même partager leurs expériences pour essayer de partager leur intégration. Par exemple, il y a ceux qui sont arrivés ici avant les autres. Ils peuvent partager ces genres d'expériences. Il y a des étudiants internationaux qui ont besoin du travail. Parfois, ils doivent s'informer où se trouve le travail. Mais le réseautage professionnel, ça peut les aider, n'est-ce pas, à être en contact avec tout ce qu'il y a comme besoin, répondre à leurs besoins du travail. Parce que moi, je me rappelle, il y a 3 mois, un étudiant international qui habite à Gatineau, qui m'a contacté pour dire, voilà, il y a une semaine que je suis arrivé ici, je suis à la recherche du travail. Voilà, il se donne pour dire, je suis à la recherche du travail. S'il y a quelque chose, n'hésitez pas à me le donner. Donc, le partage des formations est très important au niveau de la communauté. Essayez de voir, de créer peut-être un service qui s'occupera seulement des étudiants internationaux. C'est-à-dire, vous avez les tâches spécifiques, qu'est-ce qu'il faut faire, vous partagez, est-ce qu'il y a des activités sociales et culturelles, essayez de les inviter. Invitez-les aux événements du groupe, comme ça qu'ils soient connectés avec les autres. Nous avons les collèges, les universités qui sont ici. Allez là-bas pour voir où sont les étudiants internationaux. Où sont-ils? Organiser des rencontres avec eux, parler avec eux pour dire, vous avez besoin de ce soir, nous avons nos ressources ici, en dépit des ressources qu'on peut vous donner au niveau des universités, mais il y a d'autres ressources. Merci beaucoup, Yes. Victor. Ce sont des pistes très, très intéressantes et importantes que tu es en train de donner, juste pour le souci de rester dans notre cadre. Je pense qu'on va noter ça et puis lors d'une prochaine rencontre, nous allons parler spécifiquement des solutions peut-être pour essayer éviter l'isolement, comment orienter, on pourra en parler. Ça, oui, merci. Cette initiative démontre que c'est à nous qui sommes déjà ici de nous faire connaître et c'est aussi à nous d'aller vers les autres. Alors, je vais laisser les derniers mots à Patricia, à Sandrine et je répète encore, n'ayez pas honte, ne restez pas seul. Vraiment, l'aide est là, le soutien est là, votre communauté est là. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas que la communauté congolaise qui est ici présente. Nous avons la communauté burkinabèse, nous avons la communauté camerounaise et d'autres que je ne connais pas forcément, mais c'est l'humanité avant tout. Alors merci d'avoir été présent ici. Je remets la parole à Patricia Lukoji et à Sandrine Defac. Ok, j'aimerais ça. Merci beaucoup, Yvette. Moi, j'aimerais quand même dire merci à ces personnes qui ont intervenu. Merci, Victor. Merci, Irène. Merci, Nina. Merci, Gemani. C'est comme ça qu'on bâtit. C'est en parlant qu'on bâtit. C'est le fait de prendre la parole qui nous aide à mieux diriger les choses. Et je veux vous rassurer. Vous avez énuméré quelques préoccupations qui sont communes. Je l'entends et j'entends parler de la communauté congolaise. Rassurez-vous, c'est la communauté africaine. C'est toutes les communautés. Je fais partie de la Fédération africaine des associations du Canada. Ça veut dire tous les Africains, le continent, là. C'est toutes ces personnes-là qui font partie de la FAC. Et je peux garantir que c'est 100% la même réalité. Donc, quand on est souvent dans sa communauté, on pense que c'est seulement sa communauté. Non, non. D'où la mission de la FAC qui est de fusionner tout ça pour chercher des solutions. J'ai une bonne nouvelle pour vous.
il y a des éléments que vous avez déjà demandé qui existent déjà. Le problème ce soir, je pense que ça va être pour vous d'être des ambassadeurs, des porte-parole, de transporter ces informations-là comme des ambassadeurs pour que l'information se passe. Le 21 septembre passé, ici à Montréal, on a fait une journée d'accueil et d'intégration des étudiants internationaux et de la diaspora. La fac a organisé quelque chose de grandiose. Je pense que Yvette va certainement mettre ça sur la plateforme de l'association des Congolais pour que vous voyez ce qui a été fait. Des experts de la communauté africaine, je dis bien africaine, pas congolaise, africaine, se sont mobilisés chacun dans son domaine pour apporter des éléments d'aide. Parce qu'on était au début de la rentrée, donc on s'était dit, on le met là pour que les étudiants reçoivent de quoi. Malheureusement, par manque de temps, il y a des aspects, par exemple, du psychosocial qui n'ont pas été abordés. Et on était en train de préparer cette activité pour le mois d'octobre en pensant peut-être inviter quelqu'un comme Patricia à être, parce que c'est moi qui m'occupe de ce volet-là, pour qu'on soit 3, 4, pour parler spécifiquement du psychosocial, parce que ce domaine-là, on ne peut pas le mélanger avec les autres aspects qui ont été abordés. Et vous allez voir qu'on a donné clé en main aux étudiants. Et c'était une première au sein du Canada qui englobe, je dis bien, tous les Africains. Ce n'est pas congolais, c'est tous les Africains, parce que c'est la même réalité. Ça, je peux vous rassurer. Donc, pour cette question, je tenais à vous le dire, que ça y est déjà là. Pour ce qui est des parents, oui, il faut qu'on soit un pont. Si on n'est pas un pont entre ici et là-bas, ça ne fonctionne pas. Et là encore, c'est le mandat de la fac. Le but de la fac, c'est ça. C'est d'être un pont entre l'Afrique et puis ici. Et je peux vous dire que déjà, il y a une association des parents, des étudiants internationaux qui a été mise en place là. Il est en train de se développer. Donc ça aussi, c'est une deuxième bonne nouvelle pour vous rassurer que ça va pouvoir se publier dans les jours à venir, de sorte à ce que tous ces parents-là, nous ayons accès à eux. Des gens comme Patricia et moi, notre travail de tout ce qui est en lien avec la relation d'aide, le psychosocial. Nous allons faire ce travail, même si ça va être des ateliers une fois par mois, une fois par 3 mois, je ne sais pas à quel rythme. Nous allons le donner aux parents pour les sensibiliser aussi sur la réalité. Ça fait partie du plan d'action de la fac dans lequel nous allons vraiment mettre de l'énergie pour que ces parents-là soient rassurés. Donc, je ne veux vraiment pas que ce soit vous partez sans cette information. Ce n'était pas prévu, mais comme vous le mentionnez, moi, je veux répondre à ces questions-là déjà. Et oui, des ateliers pour les jeunes, il va falloir en faire même à chaque semaine. Mais ça demande de la mobilisation. Patricia et moi, peut-être ce soir, on est là et tout, mais à un moment donné, il va falloir que tout le monde se mette ensemble. Peut-être qu'on va demander qu'il y ait des petites cotisations, parce que, par exemple, cette activité, je vais vous donner un exemple qui est très banal. On a loué une salle, on a mis des jeunes, on les a pris toute la journée pour les aider. Il faut quand même leur donner de quoi il faut louer avec. C'est des petits montants qu'il va falloir à un moment donné nous sensibiliser. Les propositions sont là, mais la réalité est que nous, comme diaspora, nous avons une responsabilité. C'est nous qui devons nous lever pour que ces gens-là, nous puissions les aider dans leur intégration. Donc, comme ambassadeur ce soir, moi, je vous nomme déjà comme des ambassadeurs, de divulguer l'information, de nous impliquer aussi, parce que ça va venir. Aujourd'hui, vous nous voyez peut-être ensemble, mais ça fait longtemps qu'on est une communauté où on travaille ensemble et on est censé le faire tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Que l'information ne soit pas que pour une communauté, mais pour toute la grande communauté, pour qu'on puisse s'adresser vraiment, vraiment à notre situation. C'est nous qui allons faire la chose, ce n'est pas les autres, c'est à nous. Pour ce qui est de la cohabitation et tout, ça, c'est des sujets un peu pour lesquels je ne vais pas trop m'attarder. L'idée, c'est le vivre ensemble que nous allons travailler. À travers ces ateliers-là, il y a trop d'ateliers, il y a trop de thématiques que nous allons aborder. Mais dans ça, je sais que Patricia et moi, notre vision, c'est aussi de le vivre ensemble. On ne peut pas se ghettoiser, il faut qu'on se le dise dès ce soir. On ne peut pas se ghettoiser. Mais il y a des conseils, il y a des ateliers, il y a des réalités que nous devons exprimer en tant que société, en tant que communauté, en tant que personne humaine qui demande qu'on se mette ensemble. Ça, c'est très important. Moi, je veux clamer aujourd'hui, comment on appelle ça, l'unité, hein, la fédération de nos forces. Chacun de nous a quelque chose à apporter. Tu peux dire, par exemple, moi, je ne suis pas thérapeute comme Patricia. OK, moi, je ne sais pas faire ci, mais tiens-toi bien. Tu as une force. Le fait de parler ce soir et de dire seulement, regarde, telle situation, tu viens de faire un pas parce que ça nous permet, nous, comme association, comme organisation, d'aller focuser sur ces demandes-là et d'aller chercher les ressources adaptées à ces demandes-là pour amener. Tu peux aussi tout simplement être un porte-parole pour dire, ah, écoutez, ce soir, je suis dans une rencontre qui m'a aidé. Voilà ce que j'ai appris. Et voilà comment nous pouvons tous nous impliquer pour que ça aille mieux.
Je vais m'arrêter là, je vais laisser la parole à ma collègue pour qu'elle puisse compléter. Pour ce soir, c'est ce que je voudrais lui dire. Merci beaucoup, Sandrine, et merci infiniment à toutes les personnes qui sont intervenues. Merci d'avoir pris le temps. Et pour ceux qui ne sont pas intervenus, mais qui sont quand même restés jusqu'à présent, on a pris plus de temps que prévu. En écoutant tout le monde parler. Merci d'abord, Sandrine, parce que je ne connaissais pas l'organisme. Là, du coup, demain, là, je m'intéresse un peu plus. Ce que j'aimerais, on a commencé à parler de santé mentale et le fait de s'exprimer, d'exprimer les préoccupations, ce sont des choses qui nous travaillent et nous l'exprimons d'une certaine manière ou d'une autre. Mais je tiens à insister sur la bienveillance. Je tiens à insister sur certaines qualités et valeurs humaines que nous devons préserver. Nous pouvons être en détresse, nous pouvons être dans ce que nous vivons, parce qu'en ce moment, ce soir, le thème, c'était vraiment la santé mentale. Ce qui est important, c'est parfois d'éviter les jugements de valeur. C'est important, on ne sait pas pourquoi tel ou tel fait ci, fait ça. Si certaines personnes entendent nos discours ce soir, ils pourraient se sentir, comme on dit, blessés. Les parents qui sont loin, parfois, ils ont vendu une maison, ils ont vendu tout ce qu'ils avaient en disant, si on sort un seul enfant de l'Afrique, c'est peut-être toute une série qui sera sauvée. Si on arrive avec, vous devrez faire ci, vous n'aurez pas dû, vous n'aurez pas dû, avec la blessure actuelle, nous accentuons la blessure. Il est très important, quand je parle de bienveillance, c'est juste de dire, cette situation nous dépasse. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que des choses comme ça n'arrivent plus? Ou qu'est-ce que nous pouvons juste faire en ce moment de douleur? Qu'on n'ait pas d'avis à donner, qu'on n'ait pas d'opinion à donner. Et je vous invite à être des psychothérapeutes. C'est juste d'accueillir la douleur. Et c'est ça la bienveillance. La bienveillance, c'est de dire, il y a une mère. Il y a une mère qui n'avait que cet enfant-là. En ce moment, de savoir logement, étudiant, communauté, pour cette mère, ça n'a... Nous allons diffuser cet échange, ça va être publié, ça va être posté. Est-ce qu'on peut être juste bienveillant? Est-ce qu'on peut juste dire, cette histoire me fait mal en tant que père, en tant que frère, en tant que sœur, Je ne juge pas ceux qui ont parlé, c'est une façon de s'exprimer. Mais si nous allons juste dans bienveillance, restons humains et de dire, cette situation me fait mal. Point. On va se retrouver, on va parler des étudiants étrangers, on va parler de... Parce que j'ai envie de répondre à beaucoup de personnes qui ont parlé. Je vis ici au Canada depuis 28 ans. Il y a des événements de la communauté. J'ai peut-être été dans des soirées de Camerounais, mais je n'ai pas été dans des soirées de la communauté congolaise. Parfois, des fois, c'est par déception. Des choses qui sont arrivées. Il y a des parents qui ont envoyé des enfants dans des familles d'accueil de leur pays d'origine. Il s'est passé des choses. Alors, est-ce que ce soir, on peut juste parler de santé mentale? Est-ce que ce soir, on peut juste avoir de la compassion, de l'empathie, de l'amour pour le prochain? Et est-ce que ce soir, on peut juste dire, j'ai mal, je ne comprends pas. Et j'ai trouvé une plateforme de personnes qui peuvent m'apporter des solutions. La prochaine fois, on pourra organiser justement un événement. Est-ce qu'on va le faire à Ottawa? Est-ce qu'on va le faire à Gatineau? Est-ce qu'on va le faire à Moncton? Est-ce qu'on va le faire à Windsor pour les étudiants internationaux qui sont là, qui ne vont peut-être pas venir à un Zoom? Demandons-nous en tant que communauté, pourquoi les gens ne viennent pas à nos événements? Pourquoi est-ce que ce soir, nous ne sommes que 20 en ligne? Est-ce que nous avons bien fait la publicité? Est-ce que nous avons bien annoncé nos affaires? C'est vrai qu'on devait le faire un Facebook Live, on a eu des problèmes techniques. Voilà que nous avons fait un Zoom, c'est peut-être pour ça que nous ne sommes pas nombreux. Avant de demander pourquoi est-ce que les gens ne viennent pas vers nous, qu'est-ce que moi en tant que psychothérapeute, où est-ce que j'ai publié mes services en disant voici les services que j'offre? J'ai une responsabilité envers la société par rapport à ça. Donc, je voulais finir un peu là-dessus. Ce n'est pas pour juger les gens, mais je nous dis, terminons ceci en disant, ayons de la bienveillance. C'est très, très important. Merci beaucoup. C'est une
Belle façon de terminer, Patricia. Bienveillance, compassion, empathie et amour. C'est ce dont on a besoin actuellement, d'être ensemble, mais dans la bienveillance, dans la compassion, le non-jugement. Ça n'aide pas. N'oublions pas que après ceci, il y a la vie encore pour cette mère, pour cette famille. Donc, nous qui sommes ici, avec ce que nous avons appris aujourd'hui, efforçons-nous dans cette souffrance, dans cette douleur qu'on partage ensemble, vraiment d'être humain, juste humain. Parce que vous savez, ça n'arrive pas qu'aux autres. Il faut souvent se poser la question, et si c'était moi? Mm. On a souvent l'impression que c'est loin, mais et si c'était moi? Qu'est-ce que j'aurais aimé que l'on fasse? Qu'est-ce que j'aurais aimé que l'on dise? Qu'est-ce que j'aurais aimé ne pas entendre? C'est aussi ça, ça commence aussi par ça. Ça, c'est l'empathie. De pas faire à autrui, de ne pas faire aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Donc ça, c'est un message pour toute la communauté, pour nous tous. On souffre chacun de sa manière, mais une fois de plus, rappelons-nous que nous ne souffrirons pas plus que cette mère, mais nous compatissons. Alors, merci ce soir d'avoir participé à cette session. Nous allons laisser la ligne ouverte. Donc, Patricia, je ne sais pas si vous pouvez laisser vos coordonnées ici sur le chat ou bien je ne sais pas si j'ai la liste de toutes les personnes qui sont présentes. Néanmoins, la communication est là. Nous avons aussi Sandrine de la fac. Il y a demain un événement qui est organisé par les jeunes, l'Union de la jeunesse congolaise ici à Ottawa-Gatineau, un événement de recueillement. Donc, ça aura lieu en face de l'ambassade du Congo au Canada, donc 18 rue Range. Et il y a également une activité samedi. Là, ça sera à Montréal, une marche silencieuse également qui est organisée donc par la fac et on partagera également l'affiche pour ceux et celles qui sont à Montréal ou bien qui veulent aussi participer. Et puis, un dernier commentaire de Ahadi qui dit je pense que le manque de connaissances est l'une des choses qui fait défaut dans notre communauté. Oui, nous avons peut-être des thérapeutes et l'accès à certains services, mais est-ce que les jeunes savent comment les trouver? Les vidéos, les publications sont probablement les meilleurs moyens de les atteindre. J'ai eu l'occasion de travailler avec Madame la Présidente sur certains projets et souvent la communauté est plus touchée par les vidéos et les photos. Merci. Les contacts de Patricia sont ici, donc vous pouvez les prendre pour ceux qui en ont besoin. Donc, on vous